Peut-être débuter justement sur cette guerre de l'énergie et des inquiétudes, même si on en parle finalement assez peu en France, par rapport à la guerre qui se déroule actuellement dans le Golfe, les blocus. On est actuellement sur nos réserves stratégiques. Est-ce qu'il y a un risque à terme de pénurie, par exemple, d'hydrocarbures en France ? Il y a toujours un risque de pénurie à partir du moment où les hydrocarbures sont une matière première et que on peut en manquer. C'est comme les masques pendant le Covid. Je voudrais revenir, si vous le voulez bien, sur le propos du précédent invité qui parlait de Brice Lalonde Ouais. dans les années 70. C'est très important, c'est une date un peu stratégique. Alors, il y a eu, au début des années 70, Greenpeace qui fait ses premières opérations contre les essais nucléaires et progressivement se développe le nucléaire civil en Europe pour répondre au choc pétrolier de 1973 qui était issu de la guerre du Kippour et les pays de l'OPEP pour se venger de la victoire militaire des États-Unis et d'Israël augmente le prix du pétrole du Moyen-Orient et baisse la production, ce qui fait un choc pétrolier considérable avec une multiplication par 7 du cours du pétrole. Pour réagir contre ce choc pétrolier, la France décide de lancer son parc électronucléaire ainsi que l'Allemagne et les pétroliers américains en particulier voient d'un très mauvais œil le développement du nucléaire civil en Europe. Pourquoi ? Parce que plus de nucléaire civil, eh bien, c'est moins de pétrole vendu à l'Europe. Et il crée à l'époque les Amis de la Terre. Et je vais venir au sujet de Brice Lalonde. The Friends of Earth. Et pourquoi il crée les Amis de la Terre ? D'abord, les Amis de la Terre, vous avez bien compris, le pétrole, c'est les Amis de la Terre. Pour créer les premières associations écologiques contre le nucléaire. Et Brice Lalonde fait partie des structures des Amis de la Terre, financées par le biais du cabinet d'avocats Couder, qui est lui-même étant proche de ce cabinet, qui est financé par la fondation Rockefeller, qui est la fondation issue des pétroliers Rockefeller américains. Et Brice Lalonde est au cœur, dans les débuts des années 70, des opérations de sabotage du nucléaire français et du nucléaire allemand. Les Amis de la Terre financeront les grandes manifestations allemandes contre la centrale nucléaire de Wil, qui est le pendant de Fessenheim, sur le Rhin, mais côté allemand, et financeront toutes les opérations de dénigrement et de sabotage intellectuel contre le nucléaire civil en France et en Allemagne. Et Brice Lalonde, c'est un acteur très important de cette opération. Et d'ailleurs, il deviendra ministre de François Mitterrand. Et François Mitterrand fermera la centrale nucléaire, ou du moins arrêtera le projet de la centrale nucléaire en Bretagne, parce qu'à l'époque, Brice Lalonde avait fait un très grand score en Bretagne. C'est l'émergence de l'écologie politique. Et donc, il faut bien voir pourquoi j'assiste, parce que c'est la une de notre magazine Transition et Énergie, Écologie Punitive Stop. Il faut bien comprendre que, en réalité, derrière tout ce qui se passe en termes de politique énergétique et d'opération énergétique, il y a un sous-jacent antinucléaire extrêmement puissant, issu de la guerre du Kippour et issu du premier choc pétrolier. Guerre de l'énergie, écologie punitive, action de guerre informationnelle par des opérateurs du type Brice Lalonde, eh bien, c'est au cœur de ce que nous vivons. Et Brice Lalonde, c'est intéressant, a fait partie de ceux, comme votre précédent intervenant, qui a viré sa cutille alors je ne sais pas si j'étais pas sur la totalité de l'émission, mais qui a viré sa cutille et qui est redevenu pro-nucléaire. Donc c'est assez drôle. Il n'est jamais trop tard pour changer d'opinion. Non, mais là, il s'agissait du nucléaire militaire, hein, Fabien. Hein. Tout à fait. Oui, mais en fait, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que comme Greenpeace a des victoires, vous vous souvenez, il y a le Rainbow Warrior, c'est une catastrophe absolue, puisque donc le Rainbow Warrior, je rappelle pour les petits jeunes qui écoutent, c'est que les services secrets français dynamitent
un bateau de Greenpeace qui venait dans les eaux, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande, parce qu'il y avait des essais nucléaires français dans les eaux dans le Pacifique. Et de ce fait, ça a été très difficile pour la France. Après, Greenpeace a eu un boulevard. Et déjà, Greenpeace sait qu'il va devoir développer à la fois une action nucléaire contre le nucléaire militaire et une action contre le nucléaire civil. Et si Greenpeace et les Amis de la Terre sont plutôt au début dans des schémas de lutte contre le nucléaire militaire, progressivement, l'objectif, c'est de passer la lutte contre le nucléaire civil, qui, en termes de technologie, n'a absolument rien à voir entre les deux technologies. Et ça rejoint, et la racine, pourquoi je parle de tout ça, c'est que ça rejoint exactement la problématique actuelle qui se passe en Iran sur l'enjeu à la fois énergétique du détroit d'Ormuz et sur l'enjeu du nucléaire militaire, de l'uranium enrichi détenu par l'Iran. Donc, l'histoire se répète, si je puis dire, et on est au cœur de cette problématique qui existe depuis Marie Curie et depuis la découverte de la radioactivité, de l'uranium et des vertus pour le confort de nos concitoyens du nucléaire. Alors, mon cher Fabien Bouglet, je répète pour le chat, Bouglet, pas Bouclé, c'est pas Pierre-Alexandre Bouclé de Radio Courtoisie, même si Fabien Bouglet va parfois sur Radio Courtoisie. Je vais partout, moi, Nicolas, je vais partout. Voilà, c'est Bouglet, G-L-E, et pas Bouclé, C-L-A-Y. Je le dis pour Fanchon, par exemple, qui écoute aussi Radio Courtoisie. Voilà, Bouglet, pour information, j'en parle assez peu, mais il y a un grand sociologue, un des pères de la sociologie, qui s'appelle Célestin Bouglet, qui est connu par les anciens, ceux qui ont fait Normal Sup. Il a été patron de l'école normale supérieure. C'est pas mon grand-père, c'est un grand-oncle très éloigné, et qui a été un des grands Bouglet. Puis il y a Marie-Louise Bouglet, qui a été une grande féministe, qui a constitué une bibliothèque de livres féministes. Donc, il y a un certain nombre. C'est un nom assez peu connu, un peu usuel, mais c'est bien Bouglet avec un accent pour le retrouver avec un T ou un R. Oui, avec un accent et pas ER ou ET. Fabien Bouglet. Très bien. Alors, Fabien, je relance ma question. Est-ce qu'il y a un risque de pénurie parce que le blocus du T3 est toujours aussi prégnant. Alors, si vous me parlez de manière générale, la réponse est oui. Il peut toujours y avoir des pénuries d'énergie. Non, mais là, précisément. Précisément, non. C'est plus un enjeu de cours du pétrole et de cours du gaz. Pour la France, le pétrole et le gaz provenant du détroit d'Ormuz est de l'ordre de 4 à 5%. Donc, c'est relativement marginal. On va dire que ce qui pose une difficulté par rapport au passage du détroit d'Ormuz, donc je rappelle pour les téléspectateurs que le détroit d'Ormuz passe par le détroit d'Ormuz 20% du pétrole consommé mondialement et 20% du gaz naturel liquéfié consommé mondialement. Donc, évidemment, quand vous avez 20% de gaz et de pétrole en moins, vous avez une tension d'approvisionnement qui fait que sur les cours, ça pèse énormément sur les cours. D'autant que un des grands consommateurs du gaz iranien, c'est la Chine. L'Iran, 80% des exportations iraniennes vont vers la Chine. Donc évidemment, la Chine qui a énormément besoin d'énergie, elle a une dépendance énergétique de l'ordre de 15%. Pour rappel, la dépendance énergétique, c'est le besoin d'importation par rapport à la consommation et par rapport à ce qui est produit localement. Donc, elle est obligée d'importer 15% de sa consommation. Donc, elle a un besoin vital pour son économie de disposer du pétrole iranien. Évidemment, de ce fait, elle va aller chercher sur les cours le besoin en pétrole et en gaz. Et donc, ça va inévitablement avoir un effet sur le cours. Donc, aujourd'hui, on est dans une logique de cours et pas une logique de pénurie.
Il n'y a pas de… Et je rappellerai que, et c'est très important, on a, depuis le début de la guerre en Iran, on a une augmentation du cours du pétrole, mais qui est relativement modérée. Elle est de l'ordre de 50 à 60% par rapport au cours avant le 28 février. On était de l'ordre de 60 $, on est passé à 90, 100 le baril. Pour le gaz, on a une multiplication par 2 depuis le début de la guerre. Pendant le choc pétrolier de 1973, d'ailleurs, le ministre de l'énergie, Lescure, a parlé de choc pétrolier. On a eu une multiplication en 1973 par 7 du cours du pétrole, par 7. Ça, c'était un véritable choc, comme on a eu en 2021 une multiplication par 7 du cours du gaz. Là, c'était un véritable choc pétrolier et un choc gazier en 2021. Là, dans l'affaire dans le contexte de la guerre en Iran et du blocage du détroit d'Ormuz, on n'est pas dans un choc pétrolier, on n'est pas dans une explosion du cours. Le cours du pétrole, il a atteint ces dernières années jusqu'à 100 $ le baril sans qu'il y ait de blocage du détroit d'Ormuz. Donc, il faut relativiser les choses. Par contre, effectivement, les pétroliers en profitent pour faire des marges considérables à la pompe, puisqu'il y a une liberté des prix à la pompe. Donc, effectivement, très rapidement, les pétroliers, alors qu'ils avaient du stock dans leur station-service, ont profité du stock ancien qui bénéficiait des cours anciens pour augmenter les prix, alors qu'ils avaient acheté un stock à un prix de pétrole relativement modéré et ils se sont mis à vendre, à anticiper la hausse. Je dirais que maintenant, la hausse s'est faite et puis ils ont monté jusqu'à 2 €, 2,20 € le diesel et autour de 2 € le super. Donc effectivement, ils augmentent considérablement leur marge en profitant du contexte un petit peu d'angoisse créée par cette guerre. Donc il y a il y a ces augmentations de prix à la pompe, avec beaucoup de polémiques d'ailleurs, puisqu'on reproche justement que les hausses sont tout de suite répercutées, les baisses beaucoup moins. C'est normal. Vrai, oui, en fait c'est assez normal. Alors c'est pas normal sur le stock ancien, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas dû avoir 15 jours, on va dire après le 28 février, on n'aurait pas dû avoir 15 jours d'augmentation aussi rapide. Pourquoi ? Ouais. Parce que en fait, le stock d'une station-service, ça tient à peu près 15 jours, 3 semaines. Ouais. Donc tout le stock qui a été… spéculé. Comment ? Donc ils ont spéculé. Oui, ils ont spéculé. C'est-à-dire que tout le stock ancien qui avait été fait avant le 28 février, il dure 15 jours, 3 semaines. Il aurait dû être pris en considération avec le cours du marché antérieur à la guerre en Iran. Et donc, effectivement, quand il y a ce type d'événement, les pétroliers spéculent. Et c'est plus lent à ralentir quand il y a une baisse du cours parce que, effectivement, si le pétrolier et la station-service a eu le pétrole à un prix qui avait augmenté, eh bien, il faut 3 semaines avant d'avoir un cours de marché inférieur. Si, je ne sais pas, moi, le pétrole a été acheté à 90 € le baril, à 90 $ le baril après la guerre, eh ben, le 90 $ le baril va durer 3 semaines. Donc, il faudra attendre 3 semaines avant un nouveau cours. Et si le cours est tombé à 60 ou à 70, là, il va acheter 60-70. Mais pendant 3 semaines, le cours va être élevé. C'est la raison pour laquelle, effectivement, malheureusement, les pétroliers profitent de l'événement pour spéculer et augmenter leur prix, ce qui est là, c'est la liberté du prix, malheureusement. Et après, quand c'est ralenti, eh bien, effectivement, quand le cours se ralentit, il faut attendre 3 semaines une fois que les cuves sont pleines de l'ancien prix. Voilà. En quelque sorte, c'est à peu près ça. Le plus problématique, c'est pas que ça baisse lentement. Le plus problématique, c'est que ça monte trop rapidement quand il y a un événement de ce type. Voilà, c'est ça qui est difficile. Et l'État, malheureusement, n'y est pas. Je précise que la taxe qui s'appelle la TIPCE, qui est sur le litre d'essence, elle est fixe.
elle est fixe, la taxe. Donc, elle est de l'ordre de 70 centimes le litre, ce qui fait qu'elle n'augmente pas en fonction du cours du litre. Ce qui va augmenter, c'est la TVA. Donc, les marges que va réaliser l'État, ça n'est pas sur la TIPCE, mais sur la TVA à 20% sur le litre d'essence. C'est là où l'État va augmenter la fiscalité. Mais c'est pas la TIPCE, puisque la TIPCE reste à un montant fixe. C'est ça qui est important de souligner. Une taxe flottante. Voilà, d'où ça n'est plus. Voilà, avant effectivement la TIPCE était indexée sur le prix, donc ça pouvait avoir des effets désastreux. Donc mais effectivement l'État bénéficie bien de l'augmentation de la quantité de prix par l'augmentation de TVA. Mais comme il peut y avoir une baisse de la consommation de pétrole et d'essence, il va y avoir une augmentation des recettes fiscales, c'est incontestable, mais elle risque de ne pas être aussi importante qu'on le pense. Et le problème, c'est que avec cette augmentation d'essence, les marges des entreprises, des petites et moyennes entreprises, des industries et de tout le tissu économique baissent considérablement au point que certaines entreprises vont mettre des personnes au chômage. Donc, c'est là où c'est un peu catastrophique, je dirais. Moi, j'étais en Hollande il y a quelques jours et j'ai bien vu, il y avait une différence de 20 à 30 centimes entre l'essence que j'ai prise en Belgique et quand je suis passé par la Belgique et l'essence en France. L'absence de réaction, on devrait avoir une TVA à 5% très rapidement pour éviter ce type de choses et pour contrebalancer et pour éviter que on gagne d'un côté et qu'on soit obligé de dépenser de l'autre pour sauver notre économie. C'est la logique des chèques qui est absolument insupportable. Il y a dans l'administration fiscale et dans l'état profond de l'administration fiscale cette logique qu'il faut prélever à court terme, mais parfois, ne pas prélever à court terme peut rapporter beaucoup plus à moyen terme, long terme. C'est pourtant assez simple comme raisonnement, mais on a l'impression qu'ils veulent… l'État français est tellement endetté que tout ce qu'il peut prendre à court terme, il le prend. Voilà. Et au risque même de déstabiliser notre économie et les emplois des Français. J'en reviens quand même à la question de la pénurie. Je suis surpris, Fabien, que vous n'y attachiez pas beaucoup d'importance. Vous dites vous-même, il y a 20% des hydrocarbures qui passent par ce détroit. Le détroit est fermé. À un moment donné, ça va poser problème, nécessairement. Non, parce que il y a d'autres pays qui ont la capacité d'augmenter leur production. Il n'y a pas de… Non, mais on ne prend pas. Oui, mais enfin, on a un embargo sur le pétrole russe. Alors, qu'est-ce qui reste ? Le gaz, on a une augmentation du gaz. Pour le gaz, il y a assez peu de risques de pénurie. Pour le pétrole, de toute façon, on voit bien que il y a des discussions. On voit bien qu'en Allemagne, en Belgique, partout en Europe, se pose la question de revenir vers la Russie pour rediscuter de l'approvisionnement en pétrole venant de Russie. De toute façon, on va pas se leurrer, Nicolas, le pétrole russe, on l'achète, il devient indien, il devient moyen-oriental, on l'achète d'une manière indirecte en augmentant les marges des intermédiaires, mais le gaz, le pétrole, tout ça, ce sont des matières premières qui sont assez peu identifiables et peu traçables. Donc, c'est un marché mondialisé. Oui, c'est vrai que ça pèse sur le marché. Mais vous savez, si on était au stade de la pénurie, Nicolas, on n'aurait pas un baril à $100 le baril. Hein. On aurait un dollar à 200, 300, 400 dollars. Non, les marchés, on voit bien, les marchés ne sont pas inquiets. Donc, comme ils anticipent et qu'il y a ce qu'on appelle des marchés à terme, il y a pas de… Et puis indirectement, c'est exactement la même chose que dans le domaine de l'électricité. Quand votre facture énergétique augmente, vous avez un phénomène de baisse de la consommation. On change le comportement. On évite… moi, je le vois avec moi-même, avec ma propre voiture.
j'évite je mets moins d'essence je fais moins le point, je vais plus facilement, prendre un taxi ou me déplacer en train. Donc, on va changer nos comportements. Donc, non, je crois sincèrement qu'il n'y a pas lieu à être catastrophiste sur la question de l'approvisionnement en énergie. Non, je crois pas. Je suis pas à court terme. Hein, après, je dis pas si. Après, je suis pas Madame Irma. Si le conflit perdure, si on a des tensions internationales sur l'énergie globale, si on ne traite pas le détroit d'Ormuz à plus ou moins long terme, oui, ça peut créer des tensions très importantes. Mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Même si le détroit d'Ormuz est bloqué quelques semaines et quelques mois encore, on aura des tensions de marché, c'est sûr, mais ça va finir par se résoudre. Vous avez participé au mouvement des Gilets jaunes dans une autre vie, Fabien. Ça ne vous étonne pas, finalement, l'absence de réaction des Français à ces augmentations de prix, sachant qu'on est sur des prix au litre de diesel ou d'essence. D'ailleurs, on aimerait savoir pourquoi le diesel monte tant par rapport à l'essence, et pas de réaction des Français. Oui, la crise des Gilets jaunes et la colère des Gilets jaunes, je le rappelle, il y a eu deux phases dans la colère des Gilets jaunes. Je le précise parce qu'on l'a un peu oublié. La première phase, une phase qui dure à peu près un mois, qui est une alliance incroyable, et on voit aux Champs-Élysées ou ailleurs des drapeaux rouges et des drapeaux français et des retraités, des personnes de toute considération sociologique. J'étais très marqué par ces premières manifestations. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crise du pouvoir d'achat qui, il faut le dire, Nicolas Stocker n'était rien à côté de ce qui intervient 7 ans après. C'est-à-dire qu'il y a eu cette espèce de débordement suite d'ailleurs à l'affaire Benalla, qui viennent me chercher. Il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu un ferment de colère sociale, mais justifiées. Et effectivement, j'ai participé, et je suis très heureux, à ce mouvement sociétal qui était très important. Après, il a été récupéré par l'extrême gauche et par, on va dire, par des manipulations étatiques pour reprendre le mouvement ou le cornériser. Par des méthodes simples d'infiltration des mouvements d'extrême gauche, et puis notamment des Black Blocs pour pouvoir dénigrer ce mouvement et créer une guerre informationnelle contre ce mouvement. Et puis il y a eu la répression contre les manifestants, les flashballs, des gens qui ont eu la tête fracassée. Ce n'était pas rien quand même. Je me rappelle de cette jeune fille qui a eu le visage détruit, les gueules cassées, comme en 14. C'était tout à fait impressionnant, la violence contre ce mouvement populaire. Et en fait, je pense que ils ont réussi à supprimer cette envie de se lever. Les exemples dans toutes les familles, les exemples de personnes qui ont été persécutées a été très très fort. Ils sont allés très très loin dans c'était des simples citoyens qui voulaient défendre leur bout de gras, leur vie tout simplement, leur pouvoir d'achat à la campagne. Et ils sont arrivés à Paris et puis ils ont reçu des flashballs dans la tête et ils ont parfois eu la tête fracassée. Donc je pense que ça a été une leçon terrible pour beaucoup, et une certaine forme de résignation, et qui s'est exprimée depuis la crise des Gilets jaunes, et je dirais même avant la manif pour tous, dans les années 2013-2014. Et il s'est passé quoi ? Il s'est passé que depuis la manif pour tous et ces grands mouvements sociétaux, à peu près pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec le pouvoir d'achat pour la manif pour tous, c'est que depuis lors, grâce à vous, Nicolas, grâce à Bolloré, grâce à de nombreuses personnalités, il y a eu l'émergence de nouveaux médias, des médias alternatifs,
il y a eu l'émergence de CNews, il y a eu l'émergence d'une guerre informationnelle, d'une contre-culture qui est venue combattre, comment dire, par les mots, par l'information. Et on a vu cette émergence, cette galaxie d'acteurs qui est intervenue. Moi-même, j'ai écrit un livre à partir de 2019. Donc, en fait, progressivement de 2000, on va dire, à partir de 2018-2019, depuis 6-7 ans, il y a eu l'émergence d'un grand mouvement sociétal où on s'exprime par les médias et par la guerre culturelle. Et c'est peut-être pour ça que, d'une certaine manière, on a réussi à s'exprimer. Et de ce fait, le mouvement sociétal, il est moins fort parce qu'il y a une réalité de la contestation. On le voit dans les urnes avec l'émergence de l'UDR ou du RN à l'Assemblée nationale avec beaucoup d'élus. Et donc, je pense que c'est la raison pour laquelle les Français n'ont pas de velléité de colère, parce qu'ils ont tout de même aujourd'hui cette possibilité de s'exprimer de manière plus large. Je pense, hein, mais ils ont un porte-voix, ils ont des médias, ce qu'ils n'avaient pas dans cette quantité en 2008, au moment de la crise des Gilets jaunes. Ouais, et pourtant, maintenant qu'il y a un certain nombre de médias de ce type, il ne se passe plus rien. On pourrait se poser la question. Inversement proportionnel. Non, je suis Nicolas. Tu sais que je suis un combattant. Moi, je ne lâche rien. Je n'ai rien lâché. Ça fait 17 ans que je me base sur l'énergie. Et si on regarde on est loin du sujet de l'énergie. On est sur un sujet profond qui est le sujet de comment combattre. Si je devais résumer. Moi, je suis pas d'accord. Je suis optimiste. On a actuellement une émergence de mouvements, une émergence de courants. Oui, Gramsci le disait, la bataille culturelle précède la bataille politique. La bataille politique, les politiques ne peuvent plus rien. Donc, il faut préparer le terreau du monde de demain. Et là-dessus, il faut pas être pessimiste. Moi, je suis extrêmement optimiste. Je vois cette jeunesse, je vois ce renouveau politique, je vois ces nouvelles personnalités politiques qui émergent. Je regarde la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. On voit des choses qui émergent, des choses qu'on était en incapacité. Et donc, je crois que les Français, ils regarde le succès de GPTV, Ta Soirée. Eh bien, il y en a plein d'autres médias de ce type. Tu parlais de Radio Courtoisie, il y a Toxin, il y a Nicolas Vidal, il y a énormément de personnalités TVL, il y a énormément de mouvements, et donc c'est ces mouvements qui permettent l'émergence de la donnée et de l'information. Moi-même, sur l'énergie, j'ai beaucoup combattu pour réinformer. Et regarde, entre 2019, mon livre Éolienne, la face noire de la transition écologique, et aujourd'hui, regarde la différence de perception dans le domaine énergétique, c'est absolument incroyable. La lucidité de nos concitoyens. Moi, je suis arrêté dans la rue, les personnes me disent c'est vraiment incroyable, c'est vraiment super ce que vous faites, continuez. Donc non, il faut être optimiste. Moi, je suis sûr, je suis absolument certain que ça va changer. Mais à court terme, c'est pas facile. J'en conviens. C'est pas facile. Et c'est par la démocratie, par la République, qu'on va s'en sortir. C'est pas la révolution, parce que soyons lucides. Les mouvements conservateurs ou on va dire l'écosystème de réinformation n'est pas équipé à la maîtrise des révolutions. Les révolutions, ceux qui savent faire, c'est l'extrême gauche. Et on l'a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes. En 3 semaines, 1 mois, le mouvement des Gilets jaunes a été récupéré par des mouvements de l'ultra-gauche et de l'extrême gauche. Ils savent faire ça depuis la Révolution française. Donc, je dirais, il faut utiliser les institutions républicaines et même les défendre, parce qu'on voit aujourd'hui que la République est en danger. Quand vous voyez le Conseil constitutionnel qui risque de revenir sur les ZFE, quand vous voyez le gouvernement
qui a lutté contre des décisions prises par les représentants du peuple et de l'Assemblée nationale, c'est absolument honteux. Cette contre-révolution étatique, je veux dire, l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée des représentants du peuple, issus des États généraux qui se sont transformés en Assemblée nationale et qui ont établi que la loi était fixée par les représentants du peuple, votée par le peuple. Et le pouvoir exécutif n'est que l'exécutant du pouvoir législatif et des mesures législatives. Et quand le gouvernement actuel veut remettre en cause les ZFE qui ont été supprimés par le peuple, c'est une atteinte grave aux valeurs de la République. C'est une atteinte grave aux grands principes républicains issus de la Révolution française, qui a fait que, justement, dans un pouvoir exécutif qui était représenté par le roi et qui aujourd'hui est représenté par les pouvoirs présidentiels, était excessif, eh bien, il y a eu une réaction du peuple par la création de cette Assemblée nationale à la place des États généraux. Et donc, on voit bien que peut-être même demain, puisqu'on revient sur le sujet des ZFE, mais qui est vraiment fondamental, puisque c'est le sujet de la démocratie, on voit bien que demain, on pourrait même avoir une remise en cause de ce qui a été voté par le peuple, qui est remis en cause par le pouvoir exécutif, avec un conseil constitutionnel qui viendrait dire au peuple, via ses représentants, votre loi n'est pas légitime constitutionnellement. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est là où on voit bien on est dans une crise institutionnelle qui pour moi doit être traitée politiquement et pas pas par la contestation populaire, où de toute façon nous serons perdants parce que nous ne sommes pas habitués à ces mouvements, nous ne sommes pas formés au trotskisme, nous ne sommes pas formés aux techniques d'infiltration et d'instrumentalisation d'un mouvement populaire. Je crois sincèrement que seule la démocratie et la forme. Alors après, évidemment, le pouvoir exécutif est résilient, il essaye de censurer, il essaye de s'approprier le pouvoir sur le pouvoir législatif, et c'est un combat politique. Ben, il faut le continuer, et les médias sont là pour le mettre en avant. Voilà. Alors, est-ce que... On est loin de l'énergie, mais on voit bien que la question de l'énergie est liée à la crise institutionnelle et démocratique. Voilà. Ben, on n'est pas loin de l'énergie, au sens où l'énergie, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin, et que l'accès à l'énergie, les prix de l'énergie ont une incidence sociale majeure. Tout à fait. Et c'était la raison pour laquelle, tu as raison, puisque la crise des Gilets jaunes était liée à la crise de l'augmentation de la facture. Pourquoi ? Parce que, et c'est pour ça que je me bats. Moi, j'étais élu pendant 10 ans, élu municipal, j'ai arrêté toute velléité politicienne pour me consacrer à un sujet que je considère, depuis que j'ai écrit mes livres, comme absolument fondamental. Et pourquoi je me bats sur les questions de l'énergie? C'est que l'énergie, c'est, si on prend une logique un petit peu, si on prend un peu de hauteur, l'énergie, c'est le sang du corps humain. Voilà, c'est le système sanguin. Le cœur, c'est une centrale nucléaire. Voilà, en quelque sorte, le pays, on a différents cœurs en France, on a nos centrales nucléaires, et puis on a notre réseau sanguin, c'est le réseau des lignes à haute tension et des réseaux électriques. Si on n'a pas d'énergie, si la France n'a plus d'énergie, tu parlais de pénurie tout à l'heure, la France n'existe plus. Pas d'énergie, pas de souveraineté, pas de développement économique, rien. C'est simple. Si je fais de la sous-tension, je vais dormir, je suis à plat dans mon lit, je peux plus rien faire. Eh bien, l'absence d'énergie dans un pays, c'est l'absence de développement économique. Et regarde, et c'est très intéressant, qu'est-ce que fait Donald Trump? Je l'ai écrit dans mes livres. Il verrouille les capacités énergétiques de Cuba pour enfermer Cuba. Le premier truc à faire pour déstabiliser un pays, c'est détruire ses capacités énergétiques. Et on le voit aujourd'hui.
la capacité énergétique, globalement, dans l'histoire de l'humanité, ça a 150 ans. Ça fait 150 ans simplement dans l'histoire de l'humanité que l'énergie est au cœur des enjeux. Avant, on utilisait les rivières pour faire transporter avec des bateaux ou le bois. Voilà. C'est à partir du moment où le colonel Drake aux États-Unis trouve les capacités de forer les puits de pétrole que se développe la société moderne telle que nous connaissons, mais se développe aussi son pendant, c'est-à-dire que la guerre moderne se fait avec l'énergie. Et donc l'énergie, c'est à la fois l'objectif, la cause et les enjeux de la guerre. Et donc un pays sans énergie, c'est un pays sans vie. Et un pays sans vie, c'est un pays sans développement économique, sans confort de nos concitoyens, et un pays sans souveraineté. Parce que quand un pays ne dispose pas de son énergie, est obligé d'aller voir ailleurs ce qui constitue sa vie, d'avoir une perfusion, et ben vous dépendez de la personne qui vous fait la perfusion. Et donc vous dépendez du pays qui vous fait la perfusion et on l'a vu avec l'Allemagne, qui dépendait tellement de son gaz russe. Et donc, pourquoi je parle là-dessus? C'est que comme l'énergie c'est vital et qu'il n'y a pas de souveraineté d'un pays sans souveraineté énergétique, il est absolument essentiel de disposer de sa souveraineté énergétique. Et c'est ce qu'avait fait la France et Mesmer en 1974 en développant le parc électronucléaire dont nous disposons, puisque 70% de l'électricité qui va faire qu'on a nos réseaux électriques et qu'on peut faire cette émission, ça vient de nos centrales nucléaires développées par Mesmer. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai compris que la question de l'énergie était absolument vitale. Et je me suis départi, j'ai entre guillemets quitté la tambouille politicienne pour alerter nos concitoyens, tellement je me rendais compte que personne ne s'intéressait à cette question de souveraineté énergétique. Et pourquoi, Nicolas? Tout simplement parce que la France, ça a été un des pays gâtés de l'approvisionnement énergétique. On a été gâtés parce que grâce à Mesmer, on a eu de l'électricité abondante et on ne s'est pas posé de questions. Et pendant 20 ans, on s'est laissé avoir. On s'est laissé avoir à partir de la dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac, l'arrivée de la gauche plurielle, Lionel Jospin, Dominique Voynet et tous ces anti-France et ces saboteurs de notre système énergétique. Et pendant 20 ans, il n'y a plus eu de chaire économique, il n'y a plus d'intellectuels, il n'y a plus eu de chercheurs au CNRS sur les enjeux énergétiques, il n'y a pas eu de sachants, il n'y a plus de sachants et de personnes qui réfléchissaient sur cette question. C'est incroyable. Et donc, on a laissé le champ libre aux officines de désinformation, comme Greenpeace, les Amis de la Terre, on en parlait, WWF, qui, elles, étaient financées par les pétroliers et les gaziers, et au détriment de notre système. Et aujourd'hui, après 20 ans, on a la gueule de bois. Alors, pas trop, parce qu'on n'a pas fait l'erreur qu'a fait l'Allemagne. On a une gueule de bois incroyable. On est en train de se rendre compte que c'est un enjeu absolument formidable. Et en plus, on se rend compte que nos gouvernants ne sont plus formés à la question et qu'il y a une désinformation sur le sujet. Et donc, c'est ça qui est à la fois fascinant, c'est que on doit se retrousser les manches. Moi, avec des anciens dirigeants, avec des polytechniciens, des chercheurs, des personnes du commissariat à l'énergie atomique, on a racheté le magazine Transition et Énergie, qui est le premier magazine pour réinformer nos concitoyens. On a un conseil scientifique avec 9 personnes, vraiment des pointures, des spécialistes des réacteurs à neutrons rapides, des spécialistes, vraiment des pointures. Et on se réunit avec d'autres anciens dirigeants de la filière énergétique, je pense à André Merlin, qui est l'ancien patron de RTE, pour justement repenser notre système énergétique pour assurer la souveraineté énergétique du pays. Mais attention, c'est pas simplement assurer la souveraineté énergétique du pays. Comme c'est le sommet de la pyramide, c'est
faire en sorte qu'on ait une électricité, une énergie abondante, souveraine, et par voie de conséquence, diffuser le développement et développer dans la société le développement économique, la prospérité de notre pays, le confort. On n'a pas une qualité de soins si on n'a pas un système énergétique puissant, résilient, qui fasse que tout ça ne peut pas se faire sans énergie. Le confort de nos concitoyens, la qualité du pays, le développement économique du pays. L'énergie, c'est l'alpha et l'oméga de notre pays. C'est l'alpha et l'oméga de la puissance économique, etc. C'est pour ça qu'il faut lutter d'arrache-pied contre les décroissants. Parce que les décroissants, ce sont les gens qui veulent l'appauvrissement de notre pays. Quand on vous dit il faut de la sobriété, ça veut dire il faut que vous vous appauvrissiez. Quand on vous dit il faut de l'énergie chère parce que comme ça on consommera moins d'énergie, ça veut dire il faut que vous soyez pauvre. Quand on dit il faut développer les énergies intermittentes subventionnées, ça veut dire il faut qu'on soit dans un pays du tiers-monde avec des risques de blackout ou des risques de pénurie d'électricité. Donc oui, on aura des pénuries d'énergie et d'électricité si on continue dans la politique décroissante voulue par certains, par les écologistes, associés parfois avec certains macronistes, avec l'aile gauche de la Macronie. Donc, effectivement, c'est pour ça que moi, c'est amusant, hein, c'est cette discussion qui est plus profonde, où on rentre dans, non pas dans la technique de l'énergie, mais qui est plus en engagement. C'est pour ça que je me bats sur les questions énergétiques, parce que je sais que c'est un enjeu absolument vital. Et nos concitoyens commencent à en prendre conscience, mais c'est pas encore, c'est pas encore considérable. Mais ça va venir, hein, de toute façon. Quand nos concitoyens, et c'est déjà le cas, vont avoir froid, ne pourront plus chauffer, vont plus pouvoir se déplacer, il y a un moment, il va y avoir une réaction. Fabien, alors, on parlait du mouvement des Gilets jaunes, et son infiltration par l'extrême gauche à un moment donné, dont on sait qu'elle est matérialiste, qu'elle réduit, qu'elle avilit les conflits à des raisons purement de pouvoir d'achat. La réalité, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes, il était aussi là parce que il y avait cette révolte, cette colère du mépris de l'élite vis-à-vis des gueux, vis-à-vis de ceux qui se sont appelés ensuite Gilets jaunes, en disant vous êtes des pollueurs et vous êtes des payeurs. Et donc, il y avait ce mépris de la bobocratie contre, je dirais, la gitane maïs et la voiture diesel. Et donc, on a vu descendants, voilà, et on a vu d'ailleurs des éléments qui échappaient totalement à cette infiltration gauchiste. Et je suis désolé de le dire, elle existe. On peut contester le clivage droite-gauche, considérer qu'il ne vaut plus. Par contre, il y a bien un courant matérialiste et un autre qui ne l'est pas. Et il faut lutter, à mon avis, contre ces courants matérialistes. Et donc, le fait de par exemple, détruire les radars automatiques, les choses comme ça, montrait autre chose que un conflit purement social, économique, de pouvoir d'achat, n'en déplaise à toute la gaucherie, qui a infiltré en rabaissant, en ravalant justement ce conflit, qui était un conflit très supérieur, à mon avis, à cela. Alors, c'est l'écologie, donc, entre autres, punitive. Voilà. Et il y a eu plutôt une bonne nouvelle. Eh bien, cette bonne nouvelle, Fabien, c'est les ZFE. Et donc, j'aimerais que vous nous en parliez maintenant. Alors, alors là, j'en parle dans mon livre « Éolienne, la face noire de la transition écologique », parce qu'il faut rappeler que mon livre « Éolienne, la face noire de la transition écologique » est sorti dans le contexte de la commission d'enquête sur les énergies renouvelables, lancée par le député Julien Aubert, maintenant qui est à la Cour des comptes, et qui, justement, souligner cet enjeu. Parce que ce qu'il fallait rappeler, c'est que la TIPCE, à l'époque, sur l'essence, était une taxe dont l'objectif était le financement du compte d'affectation spéciale qui finançait les subventions aux éoliennes et aux énergies intermittentes. Et c'était à l'époque la raison pour laquelle François de Rugy, qui était ministre de l'écologie, disait mais il faut maintenir la transition énergétique et la transition écologique. Il faut financer cette transition. Et
Et en fait, la question des éoliennes, la question des gueux, la question des ZFE est totalement liée. En réalité, on a un hiatus sociologique considérable entre le monde parisiano-bobo, qui vit au canal Saint-Martin, on les connaît tous, on habite en région parisienne et on les connaît, et le monde de la ruralité, qui sont, aux yeux des bobos gauchos, écolos, entre guillemets, des salauds de pollueurs. Des salauds de pollueurs qui utilisent leur voiture diesel, qui veulent pas qu'on leur installe des éoliennes dans leurs champs, qui polluent parce qu'ils sont agriculteurs, parce que il y a les méga-bassines, parce que ils chassent, parce que c'est des réacs qui tuent la planète en quelque sorte. Et il y a, et c'est vrai, comme la gauche a abandonné la gauche a abandonné le peuple, eh bien, en fait, elle va chercher son électorat ailleurs, elle va le chercher sur des enjeux sociétaux comme le genre, comme les questions diverses qui vont faire qu'elle va restructurer son électorat. Et elle a un mépris absolument épouvantable. Et c'est assez intéressant parce que Alexandre, il a fait une remarque tout à fait pertinente l'autre jour, où il compare Marie-Antoinette qui dit, vous savez, la grande légende, si vous pouvez pas manger de pain, achetez donc de la brioche. Et on a cette remarque digne de Marie-Antoinette: si vous ne pouvez pas utiliser votre diesel, achetez donc des voitures électriques 3 fois plus chères. Et donc, on a une violence, une arrogance qui est digne de la noblesse d'Ancien Régime, du moins de la noblesse de Rome. On matérialise ce qu'a pu être la violence étatique en 1789. Je pense que on le visualise. Et il y avait déjà à l'époque cette cassure entre Paris, les députés parisiens, et les députés provinciaux. Et effectivement, cette clé de lecture, elle est fondamentale. C'est-à-dire que la fracture énergétique crée une fracture sociétale. Et d'un monde parisien qui se déplace en métro, en transport en commun, qui a moins ce besoin. D'ailleurs, moi-même, avec la crise, j'utilise plus facilement le métro, j'utilise plus facilement, etc. Donc, je vais être beaucoup moins impacté que la personne qui a besoin de faire 40 km par jour pour aller à son boulot. Et donc, il y a effectivement une cassure, et cette cassure, elle s'exprime depuis des années, depuis cette crise des Gilets jaunes, et ce mépris. Et aujourd'hui, ce mouvement, il est incarné avec Alexandre Jardin, qui s'est battu contre les ZFE. Parce que ces salauds de pauvres, vous entendez bien que c'est pas mon opinion, je préfère préciser. Vu du côté bobo, c'est des salauds de pauvres qui vont venir polluer nos villes. C'est sale. Et donc, il faut les discriminer. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que ce monde d'apartheid écologique? Mais on n'est pas en Afrique du Sud, en France, bon sang. C'est quoi ces fachos? C'est inacceptable. Ces gens sont des dictateurs écologiques. Ce sont des écolo-fachos. Ils veulent donner et supprimer l'accès aux villes. Et derrière l'accès aux villes, c'est quoi? C'est l'accès aux soins, c'est l'accès aux médecins, c'est l'accès au confort, c'est l'accès au fait aussi de pouvoir consommer. Et donc, les ZFE, c'est une réaction face à cette discrimination sociale, à cette apartheid social que veulent les bobos des grandes villes pour empêcher les personnes des campagnes de venir avec leurs voitures entre guillemets polluantes, si tant est que les voitures, c'était les voitures qui créaient des particules fines, alors qu'on sait qu'il y a bien d'autres raisons, comme par exemple les centrales au charbon allemandes, dont les fumées se propagent dans toute la France. Et là,
il n'y a pas d'apartheid pour les centrales, il n'y a pas de ZFE pour l'Allemagne. Et donc, c'est cette crise des ZFE, donc d'abord, il faut rappeler, c'est que c'est Pierre Meurin, le député Rassemblement national, qui a fait un travail absolument remarquable à l'Assemblée nationale, qui bataille jour après jour depuis des années, ça fait des années qu'il se bat. Ça, c'était le travail parlementaire, et le groupe Rassemblement national et l'UDR ont fait un travail remarquable pour lutter contre les ZFE, avec aussi des alliés d'Horizon ou des Républicains, faut aussi le dire. Et puis, la traduction sociétale, elle s'est faite par des personnalités pour laquelle a été en pointe 40 millions d'automobilistes, et Alexandre Jardin, qui a porté ce travail de sensibilisation dans les médias, qui a une voix forte, qui a su fédérer les différentes sources. Et moi, j'ai plaisir à travailler avec Alexandre, parce que de la ZFE, on a ensuite travaillé sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc, on voit bien que la question énergétique, on voit bien que l'apartheid social, écologique, on voit bien que tous ces sujets se réunissent dans ce que nous, on a appelé dans le magazine Transition et Énergie, écologie punitive stop, ZFE, DPE, ENR, la fin. Il faut en arrêter avec ces symboles de l'écologie punitive, qui sont en fait des symboles d'une apartheid écologique. Donc et Pierre Meurin, encore tout récemment, a réussi à obtenir, contre la volonté du gouvernement, d'encore une fois passer en force, alors que les ZFE avaient été supprimés par l'Assemblée nationale, et jusqu'au dernier moment. Et ce qui va être vraiment l'heure de vérité, c'est: est-ce que le Conseil constitutionnel va censurer la suppression des ZFE? Parce que là, si le Conseil constitutionnel censure la suppression des ZFE, eh bien, c'est l'acte de suicide du Conseil constitutionnel. Donc, c'est très intéressant. Soit le Conseil constitutionnel supprime et censure la suppression des ZFE, et c'en est fini de la légitimité du Conseil constitutionnel, puisqu'il remet en cause la souveraineté populaire et nationale issue des grands principes républicains issus de la Révolution française, ou alors il acte qu'il est une institution républicaine et qu'il n'est pas une institution d'apartheid social, et auquel cas, il assure sa légitimité. Donc là, la balle est dans le camp du Conseil constitutionnel. C'est: veut-il continuer, veut-il assurer sa légitimité, ou veut-il être une structure qui va disparaître puisque sa légitimité ne sera plus reconnue selon les valeurs de la République, de la démocratie. C'est la question du cavalier législatif. Est-ce que c'est ou non, puisque c'est une loi qui, a priori, n'était pas une loi qui devait permettre d'accueillir ce type Mais non, la simplification, c'était une loi sur la simplification de la vie économique. La simplification de la vie économique suppose évidemment d'utiliser et de supprimer tous les freins qui peuvent contribuer au ralentissement économique du pays. Et le fait de créer un apartheid pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans les villes, évidemment, ont des contraintes dans la simplification de la vie économique, puisqu'il y avait des artisans qui ne pouvaient plus se déplacer dans les villes. Donc ça n'a rien d'un cavalier législatif. Et puis il va falloir arrêter avec les cavaliers législatifs, et il va falloir arrêter avec les administrateurs de l'Assemblée nationale qui censurent les textes avant même, parce que ça aussi, c'est un sujet. Vous savez que moi, je suis assez proche de députés et de sénateurs. Il faut savoir, et ça, c'est très peu dit, que quand vous déposez un amendement, et j'ai aidé certains sénateurs ou députés à en déposer, quand vous rédigez un amendement et que vous êtes parlementaire, eh bien, vos amendements sont contrôlés par des administrateurs fonctionnaires qui vous disent si vos amendements sont recevables ou irrecevables. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières?
C'est le Conseil constitutionnel qui doit censurer. C'est pas des fonctionnaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui doivent dire à un député mais votre amendement est irrecevable parce que c'est un cavalier législatif. Mais c'est pas à vous d'en juger. Donc ça c'est un autre problème dans le système aujourd'hui. C'est le problème de la légistique sur la façon dont sont produites les lois. Et ça c'est un véritable problème. Mais ça n'a rien d'un cavalier législatif. Enfin bon, faut arrêter avec les cavaliers législatifs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si cette si cet article est retoqué sur ce biais de cavalier législatif, et ben là, on verra en effet à quoi s'en tenir, parce que je pense que cette loi, ces ZFE, elles inquiètent le pouvoir central du fait du souvenir des Gilets jaunes, à mon avis, beaucoup plus que de... Je n'ai pas remarqué que la force particulière des opposants avait fait reculer. Je ne suis pas persuadé. Bon, Alexandre Jardin, très bien, son combat sur les ZFE. Je ne voudrais pas être déplaisant, mon cher Fabien. Alexandre Jardin, c'est celui qui a appelé 2 fois à voter Emmanuel Macron. Alexandre Jardin, c'est l'homme de vite, mais de dose pour aller prendre un café en terrasse. Alexandre Jardin, c'est sur les politiques étrangères et la géopolitique une tendance pro-sioniste très marquée. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le système pour beaucoup de choses, même si son combat sur les ZFE, évidemment, je le partage totalement. Mais je pense que ce qui fait surtout peur au pouvoir, beaucoup plus qu'Alexandre Jardin, c'est justement la force de ces gilets, de ce peuple qui pourrait à nouveau peut-être là se mettre dans le conflit social si en effet le Conseil constitutionnel prenait le risque de retoquer là oui. Le Conseil constitutionnel a sa survie politique entre les mains. Quel choix veut-elle donner par rapport à son rôle? D'ailleurs, il y a eu la démission de la secrétaire générale du Conseil constitutionnel, hein, c'est passé un peu inaperçu, justement sur ce volet du rôle du Conseil constitutionnel. Et on sent bien que le nouveau président du Conseil constitutionnel veut lui donner un tour beaucoup plus politique et beaucoup plus politicien, mais au risque de se brûler les ailes, parce que effectivement, alors excuse-moi pour connaître Alexandre, pour l'avoir côtoyé, avoir fait une non, mais moi je note ce qu'il a dit. Moi c'est un personnage public. Mais il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Les macronistes d'aujourd'hui ne sont pas les macronistes d'hier. Tu as même un intervenant précédent qui a été à cheveux longs, qui a lutté contre le nucléaire. On peut changer d'avis. François de Rugy, comment dire, il a aujourd'hui une position beaucoup plus pro-nucléaire alors qu'il a été anti-nucléaire. Il ne faut pas... Moi, je travaille avec tout le monde. On a Errare Humanum Est. Est-ce qu'il est toujours allergique au homard? Il est toujours allergique au homard, monsieur de Rugy. Comment Il est toujours allergique au homard, Mais non, mais il faut les personnes de bonne volonté, d'où qu'elles viennent, d'où qu'elles soient, qui sont sincères, qui ont envie peu importe, c'est un enjeu majeur, cette question des ZFE. Il l'a porté médiatiquement. Qu'il ait un réseau, c'est formidable de pouvoir utiliser ce réseau pour pouvoir être le porte-voix. Parce que derrière, dans cette guerre culturelle que j'évoquais tout à l'heure, la guerre politique, les élus, les députés, les sénateurs sont très sensibles au bruit médiatique. Et donc, d'une certaine manière, son action a contribué au bruit médiatique qui a permis à renforcer le travail de Pierre Meurin. C'est donc un travail collectif. Moi, j'y ai contribué. J'ai fait ce travail sur la programmation pluriannuelle de l'énergie qui n'a pas été promulguée pendant 1 an et demi. Alexandre Jardin, il a contribué sur les ZFE à un travail de communication qui était formidable. Pierre Meurin, il a travaillé à la confortation politique à l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est un travail collectif. On n'est pas les super-héros, personne n'est super-héros ou Superman dans la politique. C'est un travail collectif. Et les médias alternatifs font partie de ce travail collectif. Donc,
Non, il faut donner, comment dire, il faut être serein et il faut savoir croiser et ne pas prendre sur le passé. C'est trop facile. Il y a plein de macronistes. Moi, je travaille avec des macronistes, des gens qui ont dans la question de l'énergie. Vous avez des personnes qui ont été macronistes, qui sont des personnalités tout à fait sincères. Après, vous avez un autre aspect aussi qui est plus local. Quand vous êtes dans le sud de la France, il y a une tradition où ça va être tel ou tel, les radicaux qui sont habitués à être élus. Donc, même si vous avez une pensée un peu conservatrice, vous allez prendre un parti politique par opportunisme. Il y a aussi l'opportunisme politique. C'est compliqué tout ça. C'est pas aussi simple que j'ai été macroniste et je le suis toujours et je travaille en sous-main, en opposition contrôlée. Bien sûr qu'il y a l'opposition contrôlée. Bien sûr que le gouvernement... C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Mais c'est la vérité. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, mais très bien. Hein. C'est la vérité. Le système politique a toujours cherché à à infiltrer les mouvements sociétaux pour pouvoir le contrôler ou pour pouvoir même identifier des graves troubles. C'est le travail de l'État. Enfin, je veux dire, c'est pour ça d'ailleurs que De Gaulle avait créé les renseignements généraux à l'époque, justement pour être une police d'information et pour vérifier qu'il n'y ait pas de troubles sociaux trop importants. Mais c'est le rôle d'un État de faire ça. Ça a toujours existé depuis l'Antiquité romaine. Là-dessus, faut pas, enfin, c'est pas nouveau. Oui, il y a de l'opposition contrôlée. Bien sûr, c'est la volonté étatique de le faire et c'est normal. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le panneau. Il y a des gens qui tombent dans le panneau, puis il y en a d'autres qui ne tombent pas dans le panneau. Bon, voilà. Mais vous avez aussi les partis politiques contrôlés. Quand vous avez, par exemple, Olivier Marleix, qui a fait un super boulot sur Alstom, et qui, en tant que président du groupe Les Républicains, ne vote pas la censure, parce que c'est facile de dire « je conteste telle ou telle vente Alstom », ça, c'était très bien. Mais que n'a-t-il fait quand il a été question de voter la censure du gouvernement? Eh bien là, on voit aussi que c'est un parti politique contrôlé. Hein, c'est-à-dire, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'humanité est beaucoup plus complexe que le parti politique, etc. Donc, tous ceux qui se remontent les... Moi, je pars peut-être d'un principe naïf, mais lucide. Toutes les personnes qui veulent relever la France, eh ben, il faut qu'on travaille ensemble. Parce que si on ne fait pas ça, la France ne s'en sortira pas. Si on n'accepte pas à un moment de travailler avec des gens qui n'ont pas été parfaitement identiques avec telle ou telle position sur la guerre au Moyen-Orient, Israël, l'Iran, machin, etc., eh bien, on n'y arrivera pas. Moi, je suis un patriote, souverainiste, je suis pour la souveraineté de mon pays et je travaille avec toutes les personnes qui veulent la souveraineté énergétique du pays parce qu'ils croient que cette souveraineté, et ils pensent, ils sont déterminés que cette souveraineté est essentielle pour la survie du pays. Le reste, que la personne soit communiste, de droite, de gauche, centriste, etc., ça n'a pas d'importance. Quelle que soit sa religion, quelle que soit son identité sexuelle, quelle que soit... Vous voyez, c'est là-dessus, il faut qu'on fasse vachement attention parce qu'on doit absolument s'unir sur des enjeux fondamentaux.